Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien, fondateur de Health Tech in Progress, agence de conseil stratégique santé, du même nom que le podcast. Dans ce podcast, je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui construisent la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour faire une masterclass sur le dispositif médical. Avec grand plaisir, merci Mériadec, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être sur ton podcast que je suis et que j'apprécie beaucoup. Et c'est parfait, du coup tu vas connaître un petit peu le déroulement, tu vas connaître mon intonation de voix, mes tics de langage, donc c'est parfait. Et justement, hein, vu qu'on est là pour ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis après, évidemment, on va attaquer la masterclass dans le détail. Oui, bien sûr. Alors, je suis maître de conférences des universités et praticien hospitalier, donc ce qui en soi constitue 3 métiers en un, ce qui est pas toujours facile. Donc en quoi ça consiste ? D'un côté, je suis enseignant-chercheur, donc à l'université. Je travaille au groupe de recherche et d'accueil en droit et économie de la santé, de la faculté de pharmacie, de l'université Paris-Saclay. Donc enseignant, ça, bon, je pense que tout le monde voit à quoi ça correspond. Chercheur, c'est parfois un peu plus obscur. Alors moi, je fais de la recherche en économie de la santé et particulièrement dans le domaine des dispositifs médicaux, qui est ma grande passion. Et par ailleurs, donc, je suis donc praticien hospitalier. Donc je travaille dans un grand hôpital parisien, donc je peux le citer, hein, c'est l'hôpital européen Georges Pompidou. Et dans cet hôpital, donc qui appartient à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, je ne m'occupe que de dispositifs médicaux. Donc voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Mon univers, c'est le DM et que le DM. D'accord, la petite question simple pour te connaître encore un petit peu mieux. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde de la pharmacie et plus particulièrement peut-être vers le poste que tu occupes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te passionne tant que ça dans la pharmacie et dans le DM ? Alors la pharmacie, pour être tout à fait franc, c'est le fruit du hasard parce que j'étais plutôt bon élève à l'école, j'étais très bon en chimie. Ok. Et voilà, et j'hésitais entre médecine et pharma. Mon père est médecin, et il m'a vite cerné, il m'a dit je suis pas sûr que ce soit tout à fait fait pour toi. Donc et bon, j'avais dans ma famille aussi des pharmaciens, et je trouvais que des pharmaciens qui exerçaient sur des modes différents en plus, hein, des biologistes et d'autres qui étaient pharmaciens d'officine, et je trouvais que leur métier était très intéressant. Et donc voilà, je me suis rendu vers la pharmacie de cette façon, donc c'était un peu le hasard. Et ensuite, concernant ma spécialisation, là aussi, ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que j'étais très attiré par l'hôpital, et ce qu'on pouvait faire à l'hôpital, donc j'ai passé le concours de l'internat. Donc j'ai fait de la pharmacie hospitalière, et au cours de mes études de pharmacie hospitalière, enfin de mon internat exactement, j'ai découvert les dispositifs médicaux. Ça n'a pas été le coup de foudre tout de suite. Voilà, ouais, j'ai un petit peu, j'ai pris un autre chemin initialement, et puis finalement, j'ai eu une opportunité pour travailler à l'hôpital européen Georges Pompidou en tant qu'assistant spécialiste à l'époque. Et là, c'était la passion. C'est aussi une personne, en particulier Judith Pinault, avec qui je travaille toujours, hein. Ça fait donc 12 ans qu'on travaille ensemble. C'est elle qui m'a communiqué cette passion, et je lui en suis éternellement reconnaissant, parce que elle a su elle a trouvé les mots pour me convaincre que c'était une voie extraordinaire, et elle avait bien raison, elle a toujours raison. Et donc voilà, on travaille depuis main dans la main, et donc dans cet hôpital, et c'est un grand plaisir que de travailler avec elle. En plus, c'est vraiment une vraie passion, parce qu'on pourrait se dire non, il est en train de mentir, c'est pas vrai, mais c'est une vraie passion parce que tu en as même fait un podcast. Et donc justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce podcast ? Alors, c'est vrai que donc, comme tu l'as dit, donc c'est devenu une vraie passion, parce que, en fait, il y a eu plusieurs étapes autour du dispositif médical. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai trouvé le sujet tellement passionnant que je me suis dit: pourquoi pas faire une thèse d'université sur le sujet? Et ma thèse d'université, donc elle portait sur l'évaluation des dispositifs médicaux innovants
Donc ça m'a ouvert énormément de portes, donc bien sûr celle de la carrière, universitaire, hospitalo-universitaire, mais ça m'a ouvert beaucoup de portes d'une façon générale et donc justement, cette passion, j'ai envie de la communiquer, voilà, de la transmettre à d'autres et dans le prolongement, je dirais, de l'enseignement, j'ai cherché à innover, j'ai cherché à faire quelque chose de nouveau pour mes étudiants, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas leur proposer un format qu'ils connaissent finalement, le format podcast?» Et donc voilà, donc l'idée est partie comme ça. Initialement, la cible, c'était mes étudiants, plus exactement mes C'est voilà. c'est un petit peu le professeur rêvé que tous les étudiants en pharma rêvent d'avoir, qui innove un petit peu dans les cours parce que, on va pas mentir, hein, c'est un milieu quand même assez conservateur parfois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, alors c'est vrai que, bah, étant dans un domaine, le dispositif médical qui en lui-même est un milieu qui bouge énormément, je me devais de proposer quelque chose aussi peut-être d'innovant et donc ce mode pour moi, c'était quelque chose effectivement qui m'a semblé, voilà, être une passerelle, je dirais, permettre de faire un pont entre la théorie et puis des choses, je dirais plus légères. Et donc c'est pour ça que mon podcast, est peut-être, aborde, les dispositifs médicaux d'une manière assez sympathique, dans le sens assez souple d'une certaine manière, sans, essayer de refaire un cours tel que je peux parfois les faire bien sûr, dans le cadre de la faculté. Et donc, ben, des étudiants à un public beaucoup plus large, je me suis dit: «Ben, finalement, il y a qu'un pas», parce que ce que j'explique, je pense que n'importe qui peut le comprendre, donc pourquoi pas, proposer ce podcast à tous. Et donc voilà, le podcast est né de cette idée initialement pour les étudiants, mais maintenant, il est ouvert à tous. Je peux que le recommander parce que j'en ai écouté quelques épisodes et c'est vrai que le ton ludique, bah, automatiquement, ça ancre un peu plus fort les informations. Donc, évidemment, on mettra le lien du podcast en description. Et maintenant, on va attaquer donc sur le dispositif médical et on va commencer, on va le jeter un gros pavé dans la mare directement. Qu'est-ce que c'est un dispositif médical? Eh bah, bonne question, et figure-toi que c'est pas une question si simple que ça. Le législateur, il s'est quand même, un peu cassé les dents pour trouver une définition qui soit assez simple. D'ailleurs, si je vous donne la définition, officielle du dispositif médical, je pense que, bah, tu perds tous tes auditeurs là, donc je vais, je vais On est rendu qu'à 6 minutes, donc on va éviter de les perdre tout de suite. voilà. Donc non, non, quand justement je dois expliquer ce que je fais, c'est toujours assez compliqué parce que je dis: «Je suis pharmacien». «OK, très bien, tu t'occupes de médicaments?» «Bah non, je m'occupe de dispositifs médicaux». Et alors on me dit: «OK, mais c'est quoi un dispositif médical?» Alors pour faire très simple, je dirais que c'est vraiment tout ce qui soigne et qui est pas un médicament. Voilà, donc ça c'est vraiment la définition la plus basique et simple que je pourrais donner. Si on va un peu plus loin, c'est tous les produits de santé qui permettent effectivement d'avoir un apport thérapeutique, diagnostique, de compenser un handicap, mais dont l'action principale n'est pas une action qu'on peut retrouver dans le monde du médicament, c'est-à-dire une action pharmacologique, immunologique ou par métabolisme. D'accord? Donc, un dispositif médical, c'est tout ce qui agit par, bah, les autres actions possibles. Il n'y en a pas 36, hein, ces actions mécaniques, physiques. Voilà. Et donc, un dispositif médical, par contre, ça peut avoir une action aussi pharmacologique, mais c'est pas l'action principale. C'est-à-dire que tu peux avoir un dispositif médical qui a une action principale, donc mécanique, mais dont l'action est complétée par, un principe actif, un médicament. Donc l'exemple le plus simple à citer peut-être, c'est le stent coronaire à libération de principe actif, hein, cette espèce de petit ressort qu'on met, dans une artère, coronaire. Ben, l'espèce de petit ressort, il va permettre de maintenir la lumière de l'artère ouverte. Donc c'est une action mécanique, il y a pas de problème. Et puis le principe actif, il va, renforcer l'action, il va éviter que l'artère se rebouche trop vite, en fait, tout simplement. D'accord. Et si tu prends par exemple un spray nasal avec un médicament à l'intérieur, c'est dispositif médical ou médicament? Ah bah, c'est un médicament, parce que là, dans ce cas de figure-là, le spray en tant que dispositif médical, il a pas d'action par lui-même, d'accord? C'est juste une forme galénique. Donc l'action principale, elle est bien portée par le principe actif qu'il y a dans le spray, et donc c'est bien donc un médicament et donc pas un dispositif médical. D'accord, je vais lancer un deuxième gros pavé dans la mare. Évidemment, nos auditeurs, normalement, ils sont censés être initiés un petit peu à toutes ces thématiques-là. Mais comment sont classés les dispositifs médicaux? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est une question à tiroir d'une certaine façon. Parce que
Si on se réfère à la réglementation sur les dispositifs médicaux, ça peut être assez rapidement vu parce que, dans le nouveau règlement, donc il y a un nouveau règlement européen, hein, qui est sorti le 26 mai, 2021, donc tu vois, qui est rentré en C'est dans la application, thématique. voilà, plus exactement, qui existait déjà depuis quelques années. Donc c'est le règlement, 2017-745. Donc là, je parle que de ceux des dispositifs médicaux classiques. Il y en a un autre pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On verra peut-être ça plus tard. En tout cas, que dit ce règlement? Il dit qu'il y a des classes de risques associées à ces dispositifs médicaux. Il y a 4 classes. La classe 1, c'est pour les dispositifs de plus faible risque. La classe 2A, 2B, c'est pour les dispositifs de risque intermédiaire. Et la classe 3, pour les dispositifs à plus haut risque. Donc ça, c'est voilà, c'est ce que dit la réglementation, c'est la manière de catégoriser avec ces classes de risque les DM. Mais en fait, il y a plein de façons de catégoriser les dispositifs médicaux. Tu peux finalement appliquer tous les modes de classification qui peuvent te passer par la tête. Tu peux les classer comme étant stériles ou non stériles. Est-ce que ça influe sur la classe dans laquelle ils vont se retrouver, s'ils sont stériles ou pas stériles? Oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, alors, de façon indirecte, en fait. C'est-à-dire que si c'est un dispositif médical stérile, a priori, si on l'a stérilisé, c'est qu'on va l'utiliser chez un patient, donc il a potentiellement, je dis, un caractère invasif. Donc, s'il a un caractère invasif, à ce moment-là, ça risque d'être un dispositif donc, dans une classe de risque plus élevée que la classe 1, donc ça peut être du 2A, du 2B, voire du 3. D'accord? Donc, on va dire que indirectement, effectivement, ça influence en fait l'utilisation que tu vas en faire et donc la classe. Oui. Ok, bah très bien, c'est très très clair. Au moins, on a une belle overview, on a bien posé les bases de ce que c'est le dispositif médical. Et une dernière question sur le dispositif médical en lui-même. Comment sont identifiés les dispositifs médicaux? Identifier, là, il y a aussi une nouveauté qui est introduite par le règlement européen, c'est ce qu'on appelle l'identifiant unique dispositif, ou IUD. C'est un code unique qui permettra, alors je dis permettra, je parle au futur, hein, parce que c'est pas encore en application, c'est pas encore répandu sur tous les dispositifs médicaux, ça va se faire petit à petit, qui va permettre donc dans le futur d'identifier de façon univoque les dispositifs médicaux. Et donc ça a un intérêt notamment pour tout ce qui concerne la matériovigilance. La matériovigilance, c'est la vigilance qui se rattache aux dispositifs médicaux, c'est-à-dire les surveiller une fois qu'ils sont mis sur le marché et identifier les risques associés, les événements indésirables, pour parler de manière peut-être plus courante, qui sont associés à ces produits-là. Et donc, grâce à cet identifiant unique, on va pouvoir identifier de façon complètement univoque les dispositifs qui sont en cause. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est un peu la nouveauté aussi qui est associée à ce règlement. Et ça sera rétroactif sur les dispositifs médicaux qui sont déjà dispositifs médicaux aujourd'hui? Oui, enfin, dans le sens que les dispositifs médicaux qui sont utilisés actuellement, il y en a certains en fait qui vont perdurer puisqu'ils ont ils ont obtenu leur marquage chez eux et donc ils subissent pas de changement particulier jusqu'à la fin de leur marquage chez eux, donc il y a quand même une date limite qui a été fixée au 26 mai 2024. Jusqu'à cette date-là, eh ben, on peut les utiliser donc sans problème, etc. Il n'y a pas de question de renouvellement du marquage chez eux. Par contre, s'ils sont modifiés, et donc ils doivent se mettre en conformité avec le nouveau règlement. Là, oui, ils devront complètement appliquer toutes les règles qui sont maintenant nécessaires pour les dispositifs médicaux du nouveau règlement. Tu viens d'aborder le marquage CE, c'est un peu un gros mot dans le dispositif médical. Donc on va faire la transition sur l'accès au marché du dispositif médical et on va prendre un petit peu un exemple. Imaginons que j'ai développé un dispositif médical. À ton avis, par où je commence pour le faire arriver sur le marché? Quelles sont les grandes étapes d'accès au marché que mon DM va devoir suivre pour arriver jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'au patient? Alors effectivement, tu le fais bien de le signaler, le marquage CE, c'est la première étape indispensable pour qu'il puisse y avoir une suite. Bah oui, parce que le marquage CE, c'est l'équivalent, si on reprend un peu, qu'on fait une comparaison avec le médicament, c'est un peu l'équivalent de l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament. C'est-à-dire que sans ce marquage CE, bah, tu ne peux pas commercialiser ton dispositif médical, donc dans le périmètre de l'Union européenne, c'est pas possible. Donc c'est vraiment le sésame, le passeport qui va permettre de le commercialiser. Et ce qui est très fort, enfin ce qui est en tout cas l'intérêt de ce marquage CE, c'est qu'il est valable dans tous les pays de l'Union. Donc j'en ai un, bah, je l'ai pour
tous les marchés en fait, qui sont constitués par les États membres. Donc ça, c'est la première étape. OK. Est-ce que tu as les autres grosses étapes et ensuite on va rentrer en détail dans chacune des étapes, juste pour avoir un petit fil conducteur? Alors, sur la mise sur le marché d'un dispositif médical, alors après on va détailler effectivement, on peut détailler si tu veux comment obtenir ce marquage Oui, CE. on va revenir dessus juste après, Heu, oui. on va revenir dessus. Mais une fois que tu as ce marquage CE finalement, théoriquement ton produit il est sur le marché, tu peux le commercialiser, tu peux le vendre à qui tu veux et c'est bon. Enfin je veux dire là il y a c'est la seule étape absolument indispensable pour vendre un dispositif médical. Toutefois, et ça on va en parler, sûrement dans une deuxième partie, il y a, tout ce qui concerne le remboursement des dispositifs médicaux. Et donc finalement, c'est quoi l'intérêt d'être remboursé? L'intérêt, c'est que si la collectivité considère que son dispositif apporte quelque chose, eh bien, heu, la collectivité est prête à rembourser les utilisateurs de ce dispositif et donc forcément, toi, en tant que fabricant du dispositif, tu as un énorme avantage sur potentiellement tes concurrents, mais un avantage général qui est le fait que ton produit étant remboursé, les utilisateurs vont avoir tendance à l'acheter et à l'acheter en quantité qui sera, potentiellement plus importante que si tu n'avais simplement que le marquage CE. Donc voilà, les 2 grandes étapes, c'est ça. Mais après, dans ces 2 grandes étapes, il y a des sous-étapes et qui sont pas négligeables. Et évidemment, j'ai beaucoup de questions à te poser. Donc je pense que tu viens de définir assez clairement l'intérêt d'obtenir le marquage CE. Mais j'ai une question qui a été soulevée sur le podcast. Est-ce qu'on peut avoir intérêt à différer son marquage CE? Alors, c'est une question qui est pas simple, merci de me l'avoir posée. Non, c'est pas une question qui est simple parce qu'elle est très dispositif dépendant et ça me permet d'introduire alors je vais pas tout de suite répondre à ta question, j'ai déjà, je vais expliquer une chose peut-être pour tes auditeurs qui est pas forcément très claire et qui est pas forcément très claire dans la tête de beaucoup de personnes. C'est la différence qu'il y a entre un dispositif médical et un produit de bien-être. Un dispositif médical, c'est un produit de santé, donc c'est un produit qui est à des fins médicales, qui est utilisé à des fins médicales. Et donc, ça veut dire que le fabricant l'a conçu pour justement qu'il soit utilisé à des fins médicales. Donc, ça reprend ce que je te disais sur la définition du dispositif, c'est-à-dire pour traiter une pathologie, faire un diagnostic, compenser un handicap, etc. Un produit de bien-être, ça n'a pas cette finalité-là. C'est juste un produit de confort, si tu veux, d'une certaine façon, qui est là, qui peut être là pour mesurer un paramètre qui est en rapport avec la santé ou produire une action qui est en rapport avec la santé, mais dont le fabricant n'a pas forcément eu comme objectif de déterminer une performance ou une efficacité associée à cette finalité. Si je prends un exemple concret, parce que j'aime bien m'appuyer sur des exemples et je pense que Tu as raison, tu as complètement raison, parce que c'est vrai que ça peut rester très abstrait sinon. Le bon exemple, c'est le podomètre qu'on a maintenant, sur nos smartphones ou, dans nos montres connectées, par exemple. Un podomètre en tant que tel, ce n'est pas un dispositif médical. C'est-à-dire ça va compter ton nombre de pas. Alors certes, si tu en fais 10 000 par jour, ça va peut-être, effectivement, sous-entendre que tu es en bonne santé et que donc, tu prends soin de toi et cetera. Mais en soi, ça n'a aucune finalité médicale, compter le nombre de pas. D'accord? En revanche, si ce podomètre était associé à une prise de décision thérapeutique, par exemple, qui influe ta santé, alors là, oui, on pourrait considérer ça comme un dispositif médical. Mais sinon non. D'accord? Vas-y, je t'en prie. j'allais dire, comme des fois la différence est un petit peu ténue, est-ce qu'on pourrait avoir intérêt, entre guillemets, à masquer son action médicale pour le transformer justement en produit de bien-être et commencer à commercialiser avant? Bon, évidemment, je suppose qu'on va pas faire ça avec un cœur artificiel, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de dispositifs médicaux de classe 1, notamment, qui sont des fois peut-être à la frontière entre produits de bien-être et DM de classe 1, du coup. Oui, tu as raison. Alors, en plus, la question donc se pose effectivement sur ces produits qu'on pourrait appeler frontières. Elle se pose aussi maintenant aussi sur, toutes ces thérapies digitales, alors qui s'appellent thérapies, donc qui devraient théoriquement, voilà, être considérées comme des DM. Mais bon, sur des produits, sur des solutions digitales de santé qui, elles aussi, peuvent être à cette frontière-là. Alors, la question est la suivante, le tout est de savoir qu'est-ce qu'on vise comme marché? Si on veut vendre son dispositif, je sais pas moi, via
des officines ou des magasins de matériel médical ou dans des hôpitaux, tôt ou tard, la question du marquage CE va se poser. Parce que les personnes qui sont en charge de ces produits dans les établissements de santé, par exemple, parce que ça c'est un exemple que je connais bien, bah, elles sont très gênées vis-à-vis de ces produits de santé un peu non identifiés, parce que on ne sait pas à quelle réglementation se vouer, et donc on ne sait pas non plus quelles sont les preuves qu'on peut demander quand le produit n'est pas marqué CE. C'est-à-dire que moi, si je connais pas un dispositif médical, ben, la première chose que je demande, c'est l'attestation qui a été délivrée par l'organisme notifié, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé, si c'est pas un dispositif de classe 1 non stérile, on va y revenir. Pour je demande donc cette attestation, donc pour savoir ben, quelle a été la démarche finalement d'une certaine manière de l'organisme notifié pour évaluer ce produit. Et puis aussi d'autres éléments de preuve, ça peut être par exemple des études cliniques, ça peut être la fiche technique, enfin ça peut être voilà, des éléments qui me permettent d'étayer si ce produit ben, fait bien ce qui est revendiqué en fait, ce que le fabricant revendique pour son produit. J'ai une question peut-être un peu alambiquée. C'est que comme pour utiliser son dispositif médical sur des patients, il faut être marqué CE, mais est-ce qu'on peut tester son dispositif médical avant d'avoir été marqué CE? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est prévu, c'est-à-dire qu'il y a quelques cas de figure où on peut utiliser un dispositif médical alors qu'il n'est pas encore marqué CE. C'est dans le cadre des investigations cliniques. C'est le terme maintenant qui est consacré dans le règlement européen. On parle plus d'essais cliniques, on dit investigation clinique, c'est le terme. Donc ça, c'est une situation où on peut utiliser un dispositif qui n'est pas marqué CE. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour les médicaments, hein. Les médicaments, ils n'ont pas encore l'AMM quand on les utilise dans le cadre d'un essai clinique, bien souvent. Donc ça peut être un cas de figure un peu identique. Et voilà. Et puis l'autre cas de figure, c'est pour les dispositifs médicaux sur mesure. C'est par exemple les dispositifs, alors c'est un dispositif que beaucoup de gens connaissent, par exemple les prothèses dentaires. Ce sont des dispositifs médicaux, c'est fait sur mesure par un prothésiste dentaire, et ben il n'y a pas de marquage chez eux associé, ça fait partie des exceptions. D'accord, ok, bah c'est très très clair. Tu l'as évoqué aussi juste un peu avant en parlant d'organismes notifiés. Donc je vais te tourner la question un petit peu à l'envers. Qui s'occupe du marquage CE et comment choisir son organisme notifié, vu que tu as commencé un petit peu la réponse? Alors, donc effectivement, donc il y a des cas de figure où le fabricant ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que si mon dispositif est de classe 1, qu'il est non stérile et sans fonction de mesurage, donc je suis assez précis, hein, tu m'as dit que c'était Il faut. voilà, on est dans le cadre d'une masterclass, donc je me permets d'être assez précis. Donc effectivement, si c'est un dispositif de classe 1 non stérile et ou sans fonction de mesurage, le fabricant peut s'auto-certifier. D'accord? Il peut s'auto-marquer CE. Il a le droit, c'est pas un problème. Par contre, dès que le dispositif de classe 1 est stérile, ok, ou qu'il a une fonction de mesurage, à ce moment-là, bien sûr, ou qu'il appartient à une classe de risque plus élevée, hein, 2A, 2B ou 3, à ce moment-là, il y a un tiers évaluateur qui intervient, c'est ce fameux organisme notifié. Et ces organismes notifiés, eh ben, ce sont des organismes de fonds privés, hein, ils font pas ça Plutôt gratuitement. bénévole. Ah non, à titre bénévole, pas du tout, c'est payant. Et c'est un système de fonctionnement qui est très différent de celui de l'AMM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité centrale qui est chargée de délivrer les marquages CE pour l'Europe. D'accord? Ou de comment dirais-je, de sorte d'AMM comme ça peut l'être aussi aux États-Unis, parce que la FDA délivre un FDA approval, donc c'est une sorte de certificat d'une certaine façon qui permet de mettre le dispositif sur le marché américain. Et donc c'est centralisé aux États-Unis. En Europe, c'est pas le cas. Donc on passe par ces organismes notifiés. Qui sont nommés en fait par les autorités compétentes de chaque pays. Donc en France, l'autorité compétente, c'est l'ANSM, hein, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Donc j'ai dit nommés, c'est pas tout à fait exact comme terme, donc c'est qu'ils sont notifiés, plus exactement, c'est pour ça qu'on les appelle les organismes notifiés. Et ils le sont après un audit très approfondi qui permet de vérifier que ces organismes ont tous les prérequis nécessaires pour pouvoir fonctionner en matière de ressources humaines, d'indépendance financière. Ils ne doivent pas être associés à des entreprises, sinon il peut y avoir des conflits d'intérêts. Enfin bref, il y a tout un dossier extrêmement complexe pour devenir organisme notifié. D'accord, donc c'est un peu la NSM qui externalise son travail auprès de ces organismes notifiés en les validant.
Oui, d'une certaine manière. Enfin, c'est-à-dire que la NSM, elle a une position qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'elle est responsable des dispositifs avant leur mise sur le marché, puisque c'est elle qui donne les autorisations pour les essais cliniques, pour les investigations cliniques, et c'est elle qui va donc ensuite nommer ces organismes notifiés. Mais elle a un rôle de contrôle de ces organismes notifiés, mais elle n'a pas un rôle de délivrance des attestations de marquage CE. Donc, elle n'agit pas de manière directe dans ce processus. Et aussi, ensuite, elle a un rôle post-marquage CE, puisque c'est elle qui surveille le marché une fois que le dispositif est commercialisé. Donc c'est elle, par exemple, qui peut décider de retirer du marché certains dispositifs s'il y a un problème de matériaux-vigilance, par exemple. Ok, bah c'est très très clair. Sur la prochaine question, je vais me faire un peu plaisir parce que c'est des questions que je me pose aussi personnellement. Quels sont les documents, étapes à suivre afin d'obtenir le marquage CE en fonction des classes de dispositifs médicaux? Ça, c'est une question qui est souvent revenue. Donc, quels documents fournir pour devenir DM de classe 1, 2, 3? Alors là, si je rentre dans le détail, on en a pour un certain temps. Donc je vais être obligé de survoler un peu la question parce Bien sûr, que on pourra mettre peut-être le lien vers une ressource oui, bien sûr, extérieure. parce que tout ça est bien expliqué, notamment c'est bien expliqué sur le site de la NSM, donc c'est quelque chose, voilà, qui est facile à retrouver. Mais grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour déposer un dossier, en fait, pour obtenir une attestation pour pouvoir apposer le marquage CE, il y a une documentation technique à créer. D'accord? Cette documentation technique, en soi, elle est pas si compliquée que ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette documentation? Donc on doit décrire son DM, voilà, à quoi il ressemble. Comment il est identifié, ok. Décrire la procédure d'évaluation de la conformité qu'on a mis en œuvre, et donc justement qui dépend de la classe de risque du DM. Donc plus le DM appartient à une classe de risque élevée, plus cette procédure d'évaluation de la conformité est complexe. D'accord? Donc c'est pour ça que je peux pas t'expliquer pour chaque dispositif parce que ce serait un peu trop complexe, mais tout est expliqué dans le règlement. Ensuite, un document qui est essentiel, c'est la déclaration de conformité. Donc ça, c'est le fabricant qui rédige cette déclaration de conformité. Alors comment il la rédige? Si c'est un dispositif de classe 1 non stérile sans fonction de mesurage, il n'a pas besoin d'un tiers évaluateur, donc il la rédige et point barre en fait. Il dit que son dispositif, suite aux procédures d'évaluation qu'il a menées en conformité avec le règlement européen, est conforme et donc il peut apposer le marquage CE sur ce produit. Donc c'est la déclaration de conformité. En revanche, s'il a fait appel à un organisme notifié, il doit, dans sa déclaration de conformité, se référer à cette attestation que lui a délivré l'organisme notifié. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui constitue le dispositif, l'étiquetage, la notice d'utilisation, l'indication des normes techniques auxquelles le produit se réfère, parce que des fois, il y a une norme qui existe pour le produit qu'on a développé, donc c'est très simple, il suffit de suivre la norme, entre guillemets. Et puis l'inventaire des pièces, c'est-à-dire l'ensemble des documents que je viens de te citer, tout ça doit être dans la documentation technique. Ok, bah c'est exhaustif. On enverra un petit lien vers une ressource qui explique tout ça en détail. Tout à l'heure, tu as parlé des thérapies digitales et que ça a entraîné des petites modifications dans tout ce qui était dispositif médical. Est-ce que tu peux nous donner quelques spécificités relatives aux thérapies digitales, dispositifs médicaux? Alors oui, déjà la première chose, c'est que le nouveau règlement européen a modifié un certain nombre de choses de ce côté-là, et notamment les règles de classement pour les logiciels. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut prendre en considération. Et alors, tout d'abord, aussi une chose qui est assez intéressante, c'est que tous les logiciels sont devenus, au sens du règlement, des dispositifs médicaux actifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, actif? Ça veut pas dire qu'il libère un principe actif, c'est souvent l'erreur que beaucoup de gens font. Actif, ça veut dire qu'il y a une source d'énergie, d'accord? Donc ils partent du principe que tous ces produits sont des produits actifs et ça a donc des conséquences en matière de classification, en matière de risque aussi. Donc ça, faut le prendre en considération. Heu, qu'est-ce que ça change? Alors, en fait, les règles ont changé et si on devait résumer ça en quelques mots, c'est plus le dispositif, donc plus le logiciel, donc plus la solution digitale a une conséquence ou un risque de conséquence sur la santé du patient, c'est-à-dire que, si, ça pourrait être impliqué d'une façon ou d'une autre dans, la mort ou la détérioration, irrémédiable de la santé du patient, à ce moment-là, le dispositif est classé en classe 3, la classe de plus haut risque. Directement, ok. Voilà, directement.
si on c'est pas la mort, mais si c'est un truc, on va dire un peu intermédiaire, voilà. Là, à ce moment-là, donc c'est par exemple que ça nécessite de recourir à une intervention chirurgicale pour réparer ce qui s'est passé. Là, c'est classe 2B. Et puis, si c'est juste un dispositif entre guillemets pour contrôler des processus physiologiques, voilà, sans qu'il y ait, je dirais, d'atteinte particulière, c'est classe 2A. Ok. Donc on décroît. Et puis si tu es dans aucune de ces classes-là, si vraiment il y a aucun risque d'une certaine façon d'impacter en fait la santé du patient, bah la classe de plus faible risque, c'est la classe 1. Voilà. Je rajouterais juste une chose, parce que tout à l'heure on a parlé de tout ce qui est nécessaire, hein, pour pouvoir obtenir le marquage CE. Donc je te parlais de cette fameuse documentation technique. Je t'ai parlé aussi de la déclaration de conformité. Bien évidemment, et là on vient d'en parler à propos des classes de risque les plus élevées, si on atteint certaines classes de risque, notamment la classe 3, ou en cas de dispositif médical implantable, il faut aussi avoir des investigations cliniques. D'accord. Moi, je pense que je vais te poser quelques petites questions là-dessus juste après. Une question très simple, par contre, combien de temps ça prend le processus et combien d'argent ça coûte le processus pour se faire marquer CE? Avec peut-être une fourchette en fonction des classes de DM. Alors, en ce qui concerne le nouveau règlement européen, il y a eu une estimation très récente qui a montré qu'on est maintenant aux alentours d'1 an, pour, obtenir, alors bien sûr si on passe par un organisme notifié, on est aux alentours d'1 an, voilà. Mais indépendamment, je dirais de la sollicitation que ton organisme notifié pourrait avoir, parce que ça c'est un autre problème. À l'heure actuelle, il y a que 24 organismes notifiés, qui l'ont été. En Europe? Oui, en Ah Europe, oui, ouais. c'est très peu, oui. Ouais, c'est très peu. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, sachant qu'il y en avait plus d'une cinquantaine, par le passé. Donc forcément, bah, il y a de l'embouteillage, je dirais, à l'entrée, pour, se faire certifier. Donc voilà, ça peut être aussi en fonction de la disponibilité de l'organisme. Mais ça a été évalué à peu près à 1 an, et avant donc, quand on était donc sous les anciennes directives, c'était beaucoup plus court. C'était aux alentours plutôt de 6 à 9 mois. Donc c'était nettement plus court. Alors ensuite, concernant le coût, bah, c'est très compliqué aussi de Je répondre. m'en doute. Bah oui, parce que ça dépend premièrement des organismes notifiés, d'accord? Donc il faut pas hésiter, je pense, à faire des devis pour, pour comparer. Ensuite, ils ont pas tous les mêmes prestations, ils ont des spécialités. Il y en a qui sont plus ou moins, spécialisés justement peut-être dans les thérapies digitales, d'autres pas. Donc ça aussi, il faut pas hésiter à comparer. Et puis, ce qui est donné en fait, c'est des tarifs horaires. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai du mal à t'estimer ça. C'est-à-dire que les tarifs horaires, ils sont disponibles, hein, sur pas mal sur les sites, hein, de la plupart des organismes notifiés, donc ça permet d'avoir une idée. Mais je peux pas donner d'estimation parce que le temps passé sur un dossier, il est extrêmement variable. Si en plus de ça, on rajoute le temps des audits, qui coûtent aussi de l'argent, c'est difficile d'estimer le coût de l'audit. Donc les prix, bon, pour donner une fourchette, hein, mais ça, à mon avis, ça varie entre quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi, quelque chose comme ça. On est dans cet ordre-là, voilà. Et peut-être pour une auto-certification de classe 1, à ce moment-là, c'est juste du temps de l'entreprise qui est pris. Oui, c'est ça. Là, il y a pas de, à part ce temps, effectivement, qui coûte de l'argent, il y a pas de tarif particulier. Une autre belle question, est-il obligatoire de faire des essais cliniques pour certifier un dispositif médical? Alors ça donc, effectivement, c'est ce que je te disais, pour certaines catégories de dispositifs et certaines classes de dispositifs, oui, c'est obligatoire. Alors, ça a été identifié dans le nouveau règlement, et ça concerne les dispositifs de classe 3 et les dispositifs médicaux implantables. Alors, je peux tout de suite peut-être, introduire pour tes auditeurs une petite nuance. C'est-à-dire que dans le règlement, il est évoqué l'évaluation clinique et les investigations cliniques. C'est 2 notions différentes, en fait. C'est-à-dire que évaluation clinique, c'est très, très large, en fait, comme concept. C'est toutes les données cliniques que tu peux générer pour ton dispositif médical. Donc dans évaluation clinique, il y a, par exemple, les essais toxicologiques, ce qu'on appelle les essais précliniques. Il y a il y a les fameuses investigations cliniques, hein, les essais cliniques tels qu'on les connaît, mais il y a aussi la revue de la bibliographie, d'accord? C'est-à-dire, bah, toutes les données que tu peux trouver sur des dispositifs qui ressemblent à ton dispositif, ou des données qui ont été, générées avec ton dispositif, par exemple.
Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle les études post-commercialisation ou le suivi post-commercialisation. C'est toutes les données que le fabricant a pu recueillir après que son dispositif ait été commercialisé. Tout ça, ça rentre dans le grand ensemble des évaluations cliniques. Et les investigations cliniques, les essais cliniques comme on les appelait avant, eh ben, c'est une petite partie, c'est un des éléments de cette évaluation clinique. Mais donc ces investigations cliniques, excuse-moi pour cette digression, ces investigations cliniques, bien évidemment, elles ont un coût et un surcoût qui est assez important, et elles sont ciblées uniquement pour les dispositifs de classe 3 et les DM implantables. OK? Il y a quelques exceptions, il y a quelques situations où on peut déroger à cette règle, et donc ces exceptions, il y en a 3 principales. Donc si j'ai le temps, je peux détailler ou Allons-y, on y va? complètement. Alors, première situation, si ton DM était déjà marqué CE sous les anciennes directives, OK? Et que tu as les données suffisantes, donc liées à tes évaluations cliniques, pas investigations cliniques, mais liées à tes évaluations cliniques, donc par exemple le suivi post-marché, pour montrer que tu es conforme à ce que maintenant requiert le nouveau règlement, eh ben c'est suffisant. Tu as pas besoin de faire de nouvelles investigations cliniques. D'accord? Donc là, ça fait un gain en matière de coût qui est pas négligeable. Deuxième situation, tu étais déjà marqué CE pour le nouveau règlement. OK. Tu es le même laboratoire, enfin je veux dire c'est ton même dispositif tel qu'il existait, et tu n'en as pas fait de modification substantielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une modification substantielle? Ça va être la question. Bah, une modification substantielle, c'est une modification, on va dire, très importante de ton dispositif, ou qui est majeure et qui va en changer finalement, par exemple, l'ergonomie ou l'utilisation, voire l'indication. D'accord? Par exemple, si je reprends mon exemple du stent à libération de principe actif, si je change mon principe actif, bah, c'est vraiment une modification substantielle, c'est une modification énorme. Par contre, si je change la couleur du packaging de mon dispositif, c'est une modification à la marge, donc ça n'a pas vraiment d'importance, voilà, ça n'a pas de conséquences en tout cas pour le patient. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième situation. Donc c'était un dispositif qui était marqué CE selon la nouvelle directive, qui est un dispositif qui m'appartient en tant que fabricant, auquel j'ai pas fait de grosses modifications, voilà. Troisième situation, alors celle-là, je pense qu'elle va te faire sourire, elle est un peu particulière. C'est quand, moi fabricant, j'ai un dispositif qui me semble équivalent à un autre dispositif qui est déjà marqué CE pour la nouvelle réglementation, OK? Mais dans ce cas-là, en fait, il faut, pour que je puisse prouver l'équivalence, que j'établisse un contrat avec l'autre fabricant à qui appartient ce dispositif, pour avoir accès à sa documentation technique et ensuite prouver, parce que j'ai eu accès à sa documentation technique, que nos produits sont comparables point par point. D'accord? Ah oui, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir accès à la documentation technique du concurrent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut établir un contrat avec le concurrent. Donc, c'est un peu de la science-fiction. J'ai pas souvent Voilà. entendu parler de ça, c'est vrai, donc Voilà, ça semble assez improbable. Ça semble assez improbable parce que les cas de figure qui pourraient se présenter, les plus fréquents, ce serait à la limite la grosse medtech, la grande entreprise qui identifie un produit intéressant dans une start-up et qui, au lieu de développer son propre produit, rachète carrément la start-up. Ils c'est vont ça pas pour une se fusion, ouais. Ça serait une fusion. Je pense pas qu'ils s'embêtent en fait à faire un contrat avec une start-up pour dire écoutez, votre produit, celui qu'on a développé, il ressemble beaucoup, on a envie de copier. Enfin, bon, bref, ça semble extrêmement compliqué, quoi. Donc, bon. OK. Bah, je te posais toutes ces questions sur les essais cliniques et donc les investigations cliniques aujourd'hui parce que j'ai eu sur le podcast des DM de classe 2A, donc en l'occurrence des applications, il me semble Movecare, qui font des essais cliniques après avoir été marqués CE. Et ça, du coup, c'est pour prouver en fait quelque chose en plus, vu que c'est pas obligatoire initialement, tu fais des essais cliniques pour prouver quelque chose en plus et te différencier. Oui, complètement. Bah là, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait avant de commencer cette longue partie sur le marquage CE et sur cette première étape. C'est-à-dire que là, tu te projettes sur la seconde étape, qui est l'accès au remboursement. C'est-à-dire que, effectivement, en tant que fabricant, si la réglementation pour obtenir le marquage CE ne te demande pas de fournir des essais cliniques,
tu peux un peu te tirer une balle dans le pied et faire des dépenses en fait qui sont dans un premier temps inutiles. Par contre, ce que MoveCare, enfin ce qu'ils avaient en tête en fait pour l'obtention en fait d'un accès au remboursement, c'est de se dire plus on aura de preuves cliniques, plus on a des chances d'avoir cet accès au remboursement. On va en parler, hein, mais d'obtenir une amélioration de service attendu et à être en position de force ensuite pour négocier avec le comité économique des produits de santé. D'accord, ok, c'est très très clair. Là, on a fait une vue exhaustive du marquage chez eux. Je pense que ça va être très très clair pour les auditeurs. Est-ce que peut-être un petit dernier mot à rajouter sur le marquage chez eux? Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que, heu, alors c'était réputé sous les directives comme un mode d'accès au marché qui était entre guillemets «pas si compliqué que ça». C'est vrai que ça se complique, hein, je suis pas rentré dans tous les détails, hein, mais aussi pour certains dispositifs de haut risque. Maintenant, il faut que les données cliniques, la stratégie clinique, soit présentée, auprès d'un panel en fait d'experts européens. Donc c'est vrai que ça complique et que ça augmente le risque, entre guillemets «d'échec» d'obtention du marque HE. Donc c'est vrai que ça devient plus compliqué, mais ça reste toujours moindre par rapport à ce que c'est qu'obtenir une AMM, par exemple. Donc D'accord. Avant de passer sur la deuxième partie de cette masterclass, justement sur la tarification, je vais te poser quelques questions très rapides sur le rôle de l'ANSM. Et donc, je pense qu'il y a des questions qui vont être très très rapides, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble de ce que fait l'ANSM. Et une première question, quel est le rôle de l'ANSM dans la validation des essais cliniques ou des investigations cliniques? Il faut que je change mon lexique. Oui, donc dans les investigations cliniques dorénavant, l'ANSM elle donne, enfin dorénavant, ça c'était vrai avant, hein, mais elle donne son autorisation pour pouvoir mener ces investigations cliniques en France. Alors c'est une évaluation scientifique, hein, qui est faite par l'ANSM de la pertinence. C'est la différence qu'il y a avec le CPP, hein, c'est les comités de protection des personnes, qui eux évaluent les dossiers d'investigation clinique sur le plan éthique. Elle est là pour avoir un regard scientifique, la NSM. Alors avec le nouveau règlement, il y a pas mal de choses qui changent, hein, et notamment, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de la loi Jardet. Pas du tout, Euh, désolé si j'ai mal écouté voilà. en cours. Non, mais il y a pas de problème, c'est quelque chose de relativement récent. La loi Jardet, en fait, permettait de catégoriser, enfin c'était l'un de ses aspects, c'était de catégoriser les différents types de recherche clinique justement et d'investigation clinique. Et cette loi Jardet, elle le vole en éclats d'une certaine façon, avec la mise en œuvre de ce nouveau règlement, parce qu'il va y avoir des catégories distinctes en fait. Alors j'ai pas tellement le temps de rentrer dans le détail dans le cadre du podcast, mais il y a des catégories distinctes maintenant qui existent en fonction du type de dispositif. Et notamment du risque associé ou du fait qu'on l'utilise dans le cadre de l'investigation clinique hors marquage CE ou dans le marquage CE qu'il avait jusqu'à présent. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau et j'invite tes auditeurs, s'ils veulent en savoir plus, à aller sur le site de la NSM, qui justement présente les différentes situations et comment elle intervient en fonction de la catégorie à laquelle ton DM appartient. D'accord, on mettra le lien vers cette page-là de la NSM. Et une dernière question pour conclure cette grosse partie. Tu as évoqué tout à l'heure la matériovigilance, donc ce qui se passe après la mise sur le marché du dispositif médical. Donc comment s'y prend la NSM pour surveiller les dispositifs médicaux après la mise sur le marché? Et peut-être un mot sur la base de données EUDAMED. Donc là, je ne vais pas mentir, j'ai vu que ça existait, mais je ne sais pas du tout ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, il y a ouais, effectivement plusieurs questions dans ta question. Donc pour parler de la matériovigilance, effectivement, que fait la NSM? Donc la NSM, elle a un rôle de centralisation, des alertes et de redistribution de ces alertes. Alors en fait, en matériovigilance, on distingue 2 choses, les alertes ascendantes et les alertes descendantes. Donc les alertes ascendantes, c'est quand ça vient du terrain, donc c'est quand on identifie un problème avec un dispositif médical. Donc on doit le déclarer auprès de la NSM et donc ces signaux, en fait, ces alertes, donc sont centralisés par la NSM qui les collecte et qui, effectivement, va se rendre compte au bout d'un moment, tiens, on a X fois le même problème avec tel dispositif médical. Et dans ce cas-là, elle peut prendre des dispositions. Donc, bien sûr, elle est en contact avec le fabricant et elle peut demander un retrait de l'eau, par exemple, ou carrément des arrêts de commercialisation quand le problème est vraiment gravissime. D'accord ?
Ça, c'est ce qu'on appelle les alertes, c'est ce qu'elles gèrent sont en matière d'alerte ascendante. En ce qui concerne les alertes descendantes, donc c'est quand ça vient en fait de la NSM. En fait, là, dans ce cas-là, c'est qu'elle a été avertie par le fabricant, quand le fabricant lui-même a reçu des déclarations ou s'est aperçu d'un problème potentiel avec son dispositif. Là, il est tenu d'avertir la NSM et la NSM relaie l'information. Donc nous, généralement, donc je te prends l'exemple à l'hôpital, on reçoit généralement des deux côtés, c'est-à-dire du côté du fabricant, une information, donc c'est soit une information de sécurité, soit une demande de retrait de l'eau du dispositif, nous disant attention, il y a un problème avec mon dispositif, il faut le retirer. Soit ça vient de la NSM et des fois, des fois et même assez souvent, c'est bienvenu parce que si tu veux, l'information du fabricant pour une raison X ou Y, ne nous est pas arrivée. Et donc, la NSM a pris le relais dans ce cas-là, et donc ça permet de garantir d'une certaine façon que l'information est bien diffusée. Donc voilà comment elle peut agir. D'accord, et donc le petit mot sur Eudamed. Ah oui, excuse-moi, et le petit mot sur Eudamed. Donc Eudamed, c'est une ancienne base de données européenne qui a été un peu remise à jour d'une certaine façon avec le nouveau règlement. Et cette base de données, elle va être très utile effectivement pour échanger des informations entre les États membres et entre les autorités compétentes. Donc pour faire le lien avec ta question vis-à-vis de la NSM, ça va être en fait un super portail pour les autorités compétentes, donc la NSM en France et les autres dans les autres pays, pour échanger des informations sur les signaux, les risques en fait associés à certains dispositifs médicaux. Donc ça c'est un grand progrès puisque on va vers une forme de matériaux-vigilance européenne. Un grand merci pour toutes ces explications, Nicolas. On va se retrouver dans la deuxième partie pour parler de la certification des dispositifs médicaux inscrits sur la LPPR. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Meriadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.